les conférences du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation. Historiens, universitaires, spécialistes livrent l'état de leurs recherches en cours. Bonsoir, on va commencer cette conférence organisée dans le cadre de la présentation de notre exposition Jean Moulin. Alors ce soir, on accueille Bénédicte Vergès-Chaignon, donc membre du conseil scientifique de l'exposition. À ce titre, elle a d'ailleurs écrit un article dans le catalogue. Elle va nous parler de Jean Moulin et Daniel Cordier. Alors Bénédicte a beaucoup publié sur la Seconde Guerre mondiale, avec une approche très éclectique de Colette à Pétain. Et elle a aussi travaillé longtemps auprès de Daniel Cordier, qu'elle a aidé à publier les ouvrages que vous connaissez. Et elle continue de travailler sur Daniel Cordier. Je crois qu'il y a un ouvrage en préparation pour... Oui, le dernier volume de ses souvenirs pour janvier 2025. Voilà, donc ça n'arrête pas. Donc vous allez nous parler pendant une petite heure de Jean Moulin et Daniel Cordier, tellement différents et pour autant si proches. Alors bonsoir, je vais commencer par vous demander un petit peu votre indulgence pour mon PowerPoint, parce qu'il y aura des moments où la qualité sera un petit peu faible, mais en fait, je n'ai pas résisté au fait de vouloir vous montrer des inédits, qu'il s'agisse d'œuvres, de documents ou de photos. Et donc, parfois, ce sont des photos que j'ai prises, moi, dans le cadre de mon travail. Donc, vous verrez mon doigt ou l'ombre de mon appareil photo projeté. Alors... Ah, non, c'est pas ça. Pardon. Sur le plateau d'Apostrophe, en novembre 1989, lors de la parution des 2 premiers tomes de Jean Moulin, l'inconnu du Panthéon, Bernard Pivot interroge Daniel Cordier et il lui demande pourquoi Jean Moulin l'a choisi en 1942 pour diriger son secrétariat. Et là, Daniel Cordier répond « parce que c'était lui ». Parce que c'était moi, et aussitôt se mord la langue, regrettant sa stupidité, parce que la vraie réponse aurait été « Jean Moulin ne m'a pas dit pourquoi il m'avait choisi, et en fait, je ne me suis jamais vraiment posé la question. » Donc, je vous propose, moi, que nous explorions les possibles explications de cette rencontre, qui se fit donc une fois, 2 fois, et peut-être même 3 ou 4 fois. Et pourtant, c'est mal parti, parce que rien ne les dispose à la convergence de ces circonstances. Au contraire, beaucoup de choses les séparent. L'âge, la profession, le milieu, les opinions, la position dans la société, et ils partent sur des voies différentes avec en outre un décalage de 20 ans entre eux, pour ne rien dire de l'aboutissement de leur vie, puisque l'un mourra en 1943 et l'autre en 2020. Alors, Jean Moulin, excusez-moi, voilà, il est né à Béziers en 1899. Donc là, vous voyez des photos de l'appartement familial qui vient d'être reconstitué. Et il naît dans une famille de petits fonctionnaires. Et Daniel Cordier, lui, il naît à Bordeaux. Oui, je n'ai pas résisté à la photo du poussin. Voilà, il naît à Bordeaux en 1920, dans une famille de négociants très aisés. Et là, les 2 photos en couleur sont des photos d'une maison où il a passé son adolescence et où j'ai fait des photos en 1997 avant qu'elle soit vidée et déménagée. Alors, du fait de cette différence d'âge, eh bien, l'un a été mobilisé en 1917, même s'il n'a jamais combattu,
et l'autre a vécu son enfance et sa jeunesse dans l'ombre portée de la Grande Guerre, pris entre admiration et agacement à l'égard des anciens combattants. La fortune n'est pas la seule différence entre leurs familles. Jean Moulin grandit dans une famille unie, aimante, un peu trop couvante même éventuellement, dont il va s'éloigner en choisissant un premier poste à Chambéry à l'âge de 22 ans, et il inaugure là une carrière dans l'administration préfectorale, une carrière remarquable qui en fera tour à tour le plus jeune sous-préfet, puis le plus jeune préfet de France, respectivement en 1926 et 1937. Il fut pourtant un élève assez dissipé, dessinant volontiers dans ses cahiers, mais il passa tout de même son bac et obtint une licence en droit. Alors Daniel Cordier, c'est tout différent. Il est un enfant de divorcés, ce qui n'est pas courant dans les années 1920. Qui plus est, il est l'objet de batailles judiciaires au couteau entre ses parents, si bien que finalement sa garde est confiée à son père, à condition qu'il soit pensionnaire, et il est placé dans un collège catholique à Arcachon où il se trouve en quelque sorte condamné à la solitude. Dans le même temps, sa mère s'est remariée et il a tendance à chercher l'approbation du second mari de sa mère, qu'il considère comme son père de substitution. Et d'ailleurs, c'est son nom, Cordier, qu'il va adopter et garder, car son nom de naissance est Bouijoux. C'est ça le nom de son père. Alors, pour sa part, le petit Daniel, c'est un cancre en pleine rébellion et qui sabote sa scolarité pour gagner sa liberté, donc en commençant à l'âge de 16 ans par se faire renvoyer de son collège catholique. De ces deux jeunesses différentes, existe un point commun qui est assez étonnant, c'est une vocation artistique contrariée. Alors, comme vous devez commencer à le savoir maintenant, Moulin aurait voulu être dessinateur ou peintre, et il avait donc esquissé à l'âge de 16 ans les débuts d'une carrière. Quant à Daniel Cordier, eh bien, il aurait voulu être pianiste. Et aux deux, il fut répondu la même chose, ce que répondent les parents. Passe ton bac d'abord. Donc, l'un l'obtint et l'autre pas. Et peut-être la différence la plus considérable, vous le savez, tient à la politique. Alors, ce n'est pas seulement qu'ils ont des opinions différentes, mais ils sont carrément des adversaires dans le champ politique et pas loin d'être des adversaires irréductibles. Jean Moulin revendique d'être le continuateur d'une famille de républicains de combat. Il admire son père pour ses luttes en faveur de la République naissante, en faveur des droits de l'homme, de Dreyfus. Il a lui-même été un partisan actif de la Constitution puis de l'exercice du pouvoir du Front populaire, et ce contre la menace fasciste intérieure et extérieure. Et en tant que membre de la préfectorale, il est à la fois le représentant de l'État et le promoteur des valeurs républicaines. Avec Daniel Cordier, on est à l'inverse. Il a pour sa part choisi de se placer dans l'orbite de son beau-père, Charles Cordier, qui appartenait à une famille de monarchistes, monarchistes même avant la création de l'Action française. Et Daniel Cordier a 13 ans. Quand il adhère à l'Action française, il vénère Charles Maurras.
il créera à l'adolescence à Bordeaux un cercle de jeunes au nom de Maurras. Il est farouchement hostile à la République, à la démocratie, aux parlementaires, au communisme. Il est nationaliste et il est antisémite. Lors de la première discussion entre les deux hommes, à l'été 1942, cet antagonisme fondamental apparaît d'une manière éclatante. Moulin fait parler Cordier de son parcours et en comparaison, il remarque quelle chance il a eu, lui, de naître et de grandir dans une famille républicaine. Et il évoque les engagements de son père. Et à ce moment-là, Daniel Cordier est stupéfait de découvrir qu'un homme manifestement cultivé et expérimenté croit que Dreyfus est innocent alors que tout le monde sait bien qu'il est coupable. Comme si ça ne suffisait pas, leur comportement est différent face à la politique. Moulin se fonde sur ses convictions pour construire un engagement et une action, quitte à devoir outrepasser la légalité. Quant à Cordier, c'est d'abord un révolté pour lequel l'action prime surtout. En fait, c'est surtout de l'activisme avec des opinions autour. Lors de la déclaration de guerre, en septembre 1939, ni l'un ni l'autre ne sont mobilisés en dépit de leurs efforts respectifs. Alors, Moulin n'est pas mobilisé parce qu'il est affecté spécial en tant que préfet à Chartres, et Cordier ne l'est pas parce qu'il est trop jeune. Étant mineur, pour pouvoir s'engager, il doit obtenir l'autorisation de son père, qui lui refuse, ce qui crée entre eux une rupture que la mort de son père survenue pendant la guerre va rendre définitive. Bien sûr, Jean Moulin n'imagine pas que le front finira par venir vers lui en Eure-et-Loire. Quant à Daniel Cordier, il ronge son frein en attendant le moment de sa mobilisation prévue en août 1940, ayant au moins obtenu en échange l'autorisation d'abandonner ses infructueuses tentatives pour passer le bac. Le tournant se produit pour l'un et l'autre le 17 juin 1940. À cette date, Jean Moulin est donc à la tête d'un département envahi par l'ennemi, vidé d'une partie de sa population, mais accablé de réfugiés, un département largement coupé du reste de la France et complètement coupé du gouvernement. Il n'y a pas de radio parce qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de courrier et il n'y a pas de presse. Tout cela pour vous dire que Jean Moulin n'entend pas la demande d'armistice formulée par Pétain à la radio lors de son discours du 17 juin 1940 à midi. Et en fait, il n'est même pas au courant de cette demande d'armistice. Il imagine au contraire que la guerre se poursuit au sud ou depuis l'empire colonial, et il se considère dans une situation comparable à celle des préfets du nord de la France pendant la guerre de 1914 à 1918, c'est-à-dire comme un prisonnier, comme le protecteur de ses administrés et aussi comme un otage potentiel. Daniel Cordier vit près de Pau et lui entend très bien en direct à la radio l'annonce de Pétain. Il l'entend avec stupeur, puis avec douleur et indignation. Et étant ce qu'il est, il réagit par l'action, c'est-à-dire en voulant se battre. Alors il commence par imaginer de trouver des voitures et des armes pour se porter au-devant des Allemands. Et ses amis n'étant pas très chauds pour cette solution, il décide de regrouper d'autres jeunes gens pour continuer la guerre. Donc, malgré ces si grandes
différences dans leur situation respective, il en ressort qu'à ce moment-là, pour l'un comme pour l'autre, la guerre n'est pas finie. Comme vous le savez, en refusant de signer un document qui accablait les troupes coloniales françaises en les rendant responsables d'exactions contre des populations civiles, Moulin affronte une violence qu'il identifie comme nazie et il choisit le suicide plutôt que de céder. Pendant ce temps-là, Daniel Cordier rédige un tract, organise un meeting pour appeler à se battre et quitte finalement la France. Donc chacun a réagi en fonction de son tempérament et de sa situation, avec un point commun, être prêt au sacrifice. De manière étonnante, ils en arrivent tous les deux à la même solution. Pour continuer la guerre, il faut sortir de France, mais ni avec les mêmes intentions, ni dans les mêmes conditions. Le raisonnement de Cordier est assez simple. Il veut devenir soldat, combattre contre les Boches, contribuer à la victoire, puis revenir en France à l'issue de la guerre. Moulin a pour sa part une stratégie beaucoup plus sophistiquée. Tout d'abord, il souhaite quitter la France clandestinement pour pouvoir y revenir rapidement. Son but est d'aller chercher une aide extérieure pour les groupes en voie de constitution qui veulent œuvrer à la libération de la France, en s'inspirant de son expérience d'aide aux républicains espagnols pendant la guerre d'Espagne. Et tous les deux vont dans ce cadre-là rencontrer le général de Gaulle, mais là, à nouveau, dans des circonstances bien différentes. Cordier fait partie des premiers engagés de la Légion de Gaulle, c'est ainsi qu'on appelle à ce moment-là les forces françaises libres, et ces premières recrues, le général vient les visiter le 6 juillet 1940 à l'Olympia Hall, et Daniel Cordier est placé au premier rang parce qu'il a un costume propre. Bon, ce qui peut se comprendre quand on voit dans quelle improvisation les uns et les autres ont dû quitter la France. Et donc le général leur adresse quelques mots. Et Daniel Cordier est d'abord déçu par son manque de lyrisme. Et puis c'est petit à petit qu'en écoutant la suite de ses discours ou parfois en les lisant dans les journaux, il est convaincu par son projet. En fait, il lui est à nouveau présenté pendant son entraînement dans l'un des camps et il le verra à 3 reprises au fil des années. Et le général de Gaulle étant venu au camp à Noël 1940, voilà, il félicita la troupe d'acteurs amateurs où se trouvait Daniel Cordier qui avait monté une petite revue pour l'occasion. Et ça ne va pas beaucoup vous étonner étant donné ce que je vous ai dit, mais ce jeune homme de 20 ans trouve dans le général de Gaulle, là encore, une figure paternelle à laquelle il se donne avec confiance et avec fierté. Pour Jean Moulin, maintenant, eh bien, du fait des difficultés matérielles d'un départ qu'il veut clandestin mais réversible, Moulin n'arrive à Londres qu'en octobre 1941. Sachant d'ailleurs peu de choses de la France libre, il a réservé son choix entre De Gaulle et les Britanniques. Au cours d'un entretien substantiel avec le général, il est convaincu par son projet, libérer la France, la faire figurer au nombre des vainqueurs, rendre la parole au peuple français. Les deux hommes s'entendent sur la mission à accomplir. Donc, Moulin choisit De Gaulle et De Gaulle choisit Moulin, instaurant entre eux coopération et loyauté.
Il se voit à plusieurs reprises à la fin de 1941 car le départ de Jean Moulin est retardé à cause des mauvaises conditions météo. Et ils auront encore des conversations déterminantes en février-mars 1943 lors du second séjour de Jean Moulin à Londres. Et ces conversations contribueront directement à l'installation de De Gaulle à Alger au mois de mai suivant, après un accord avec le général Giraud. Et c'est cette adhésion commune à De Gaulle qui va amener Daniel Cordier à Jean Moulin. En effet, ils sont tous deux chargés d'une mission. En janvier 1942, Jean Moulin repart en France comme représentant du général de Gaulle en zone libre. Sa mission est de fédérer les organisations de résistance, de créer une armée secrète, d'assurer le financement et les liaisons de la résistance et de la soumettre à l'autorité du général. Cordier, lui, arrive en France en juillet 1942. Il a reçu entre-temps une formation de soldat, puis d'officier, puis d'agent des services secrets, ce qui implique une formation de saboteur, de parachutiste et d'opérateur radio. Et il est parachuté en France pour devenir justement l'opérateur radio de Georges Bidault, qui est l'un des plus proches collaborateurs de Jean Moulin. Le 31 juillet 1942, Cordier est présenté à Moulin à Lyon. Il lui est présenté parce que Moulin est le supérieur hiérarchique de tous les agents de la France libre en mission en zone libre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce patron fait parler le jeune agent pour connaître son parcours et sa personnalité, avec probablement, effectivement, une idée derrière la tête. Puisqu'après bientôt 7 mois en France, Moulin a besoin de renforts alors que la résistance et les services sont en train de se développer et de prendre de l'ampleur. Pour le moment, il fait à peu près tout le travail à lui tout seul dans son activité à la fois administrative et logistique, dans des conditions matérielles que vous imaginez bien contraintes par la clandestinité et la prudence. Donc, je vous propose une réponse à la première question. Pourquoi Moulin a-t-il choisi Cordier pour former et diriger son secrétariat ? Par sécurité, Cordier ne connaît pas sa vie d'avant non plus que sa couverture, il ne connaît même pas son vrai nom et il n'a aucune attache à Lyon. Par ailleurs, Cordier est un officier de la France libre, comme certains des collaborateurs de Jean Moulin, que sont les officiers de liaison avec les mouvements de résistance. Donc, il a été formé pour obéir aux ordres. C'est selon toute apparence quelqu'un de débrouillard, d'efficace et en bonne condition physique. Quand Moulin l'a interrogé et qu'il a appris qu'il venait des Pyrénées, il lui a demandé s'il faisait du ski. Comme vous le savez sans doute, Jean Moulin était lui-même un passionné de ski. Donc je pense que c'était un critère de recrutement. Et pour tout dire, Moulin n'a pas l'embarras du choix. Cordier est seulement le 6e agent qu'il reçoit de Londres. Pendant les 10 mois qui vont... Alors voilà, c'est là un début des photos dramatiquement pas terribles, pardon. Donc pendant les 10 mois qui vont d'août 1942 à juin 1943, leurs relations sont celles, tout d'abord et essentiellement, d'un patron et de son subordonné. Il ne faut pas perdre de vue ni la différence d'âge, ni la différence de responsabilité, ni la différence d'importance. Les fonctions et le rôle de Moulin ne font qu'augmenter. Par exemple, il prend une initiative décisive en novembre 1942, alors que le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord française a pris tout le monde de court
et menace d'évincer de Gaulle comme partenaire des alliés anglo-américains. Et alors même qu'il les laissait sans instruction, Moulin improvise aussitôt un soutien à de Gaulle, un soutien qui affirme sa légitimité comme seul chef de la France au combat contre les rivaux que les Américains adoubent. Il y a, je l'ai mentionné, l'importance de son voyage à Londres de février-mars 1943, qui est le moment aussi où est décidée la formation du Conseil de la Résistance. Pendant ce temps, Daniel Cordier constitue non sans difficulté une petite équipe et prend en charge toute la logistique quotidienne de son patron. Il est le dépositaire de ses archives, il gère ses rendez-vous, il recueille, il code, il décode ses télégrammes et ses rapports, il distribue, il récupère son courrier, il lui trouve des logements, donc je l'ai dit, il recrute des dactylos, des courriers, des opérateurs radio, il assure la distribution des fonds et son rôle subalterne le place néanmoins au centre des relations entre le représentant du général de Gaulle, les émissaires de la France libre et les mouvements de résistance. Et il se trouve ainsi mêlé aux négociations qui accompagnent la formation de l'armée secrète ou du Conseil de la Résistance. Il fait d'ailleurs partie de la petite équipe qui organise la première réunion du Conseil de la Résistance le 27 mai 1943, après plusieurs faux départs, et assure son ridiculement modeste service de sécurité. Il assiste aussi en spectateur consterné aux violentes oppositions qui mettent aux prises de fortes personnalités, aux conceptions politiques différentes, voire rivales, malgré les risques considérables qu'ils consentent tous dans la lutte pour la libération de la France. Cordier est envoyé à Paris le 25 avril 1943 par Jean Moulin pour créer un nouvel échelon du secrétariat, maintenant que Moulin est investi comme représentant du Comité national français pour toute la France et comme ministre en mission. À terme, il souhaite venir s'installer à Paris. Cordier effectue 1 ou 2 allers-retours Paris-Lyon par semaine, et c'est dans ce cadre qu'il voit Moulin pour la dernière fois le 15 juin 1943. 6 jours plus tard, Moulin est arrêté à Caluire et Cordier en est informé le lendemain. Il a écrit « Le travail est un jour comme les autres. The show must go on. Le travail continue malgré le chagrin. » Et aucun membre de l'équipe du secrétariat ne s'inquiétera jamais de la possibilité que Jean Moulin aurait pu parler aux Allemands. La mort de Jean Moulin est annoncée par les Allemands à sa famille en octobre 1943. Cette annonce ne lève pas les doutes en réalité sur son sort, des doutes qui persistent jusqu'au printemps 1945 et au retour des derniers déportés. Jusqu'à cette date, Cordier envisage de retravailler pour lui après la guerre. La sœur aînée de Jean Moulin, Laure Moulin, lui donne une photo qu'il suivra toute sa vie. Alors, j'ai photographié pour vous cet exemplaire, donc qui vient de la maison des Pyrénées-Atlantiques et qui était à cette époque-là sur le bureau de Daniel Cordier et qui est chez moi maintenant. Parce que là, en réalité, la photo avait été dupliquée. Je la posais sur mon bureau, a écrit Daniel Cordier. Les années passèrent, le meuble changea, la photo resta. Jean Moulin demeura longtemps un quasi-inconnu. Parfois, des visiteurs me demandaient s'il s'agissait d'une photo de mon père. Je disais son nom,
qui ne provoquait bien souvent qu'une vague sympathie. Je précisais simplement qu'il avait été le chef de la résistance et qu'il avait été mon patron. Vous l'aurez compris, on est passé ici dans un registre affectif, dans le registre du souvenir. Après la guerre, Daniel Cordier avait été un peu déçu en découvrant que Jean Moulin était un ancien préfet, parce que dans son ignorance de sa vie passée, il l'avait imaginé leader syndical, journaliste, homme politique, mais aussi artiste. Il l'avait imaginé artiste sur la foi de la profession de peintre décorateur qu'il affichait sur ses faux papiers, de l'atelier qu'il avait grossièrement aménagé comme pied-à-terre à Paris, et sur la foi surtout des conversations sur l'art que Moulin tenait dans les lieux publics, conversations dont Cordier n'avait jamais pu démêler s'il s'agissait simplement de donner le change ou si elles reflétaient un fond de vérité. Dans ces conversations, qui étaient une mesure de prudence, donc dans les lieux publics, Moulin exprimait sa passion pour l'art, pour Renoir, pour les impressionnistes, pour l'art moderne, et il lui arrivait d'évoquer sa collection de peintures et de dessins. J'ai dit ces conversations, c'était plutôt des monologues auxquels répondaient l'étonnement et l'ignorance de Daniel Cordier. Jean Moulin évoqua à ce moment-là ce qu'il faudrait voir après la guerre, entre autres les impressionnistes qui étaient alors exposés au Jeu de Paume, qu'il faudrait visiter l'Italie, et il mentionna le musée du Prado à Madrid. Si bien que quand Daniel Cordier, à l'issue de sa mission, quitte la France par les Pyrénées et finit, une fois récupéré par les Britanniques, par passer 2 jours à Madrid, il décide, en manière de pèlerinage nostalgique, de se rendre au musée du Prado. Or, ce qui n'aurait dû n'être qu'un hommage, va se transformer pour lui en coup de foudre pour la peinture. Et de façon assez amusante, ces 2 hommes sont des collectionneurs. Jean Moulin a commencé à collectionner au tout début des années 1930 sous l'influence d'amis qu'il s'était fait alors qu'il était sous-préfet dans le Finistère, à commencer par Giovanni Leonardi, qui était essentiellement un céramiste, et par Max Jacob. Il achète, par exemple, des toiles de Chirico, Georges Rouault, Othon Fries, Utrillo, ou des dessins de Léon Bonhomme qui lui rappellent Toulouse-Lautrec, dont il est un grand admirateur, ou des dessins de Pierre Le Basque. Cordier, lui, commence vraiment à collectionner après la guerre en achetant au hasard ce qui lui plaît. Henri Michaud, Nicolas de Staël, Hans Hartung, puis Jean Dubuffet, entre autres. Alors, à la différence de Jean Moulin, Cordier va devenir un très copieux collectionneur d'art contemporain, avec des centaines d'œuvres d'une centaine d'artistes différents dans sa collection. Puis, il s'intéressera aux objets exotiques, aux objets des arts premiers, je ne sais pas comment il faut dire correctement, et aux naturalia, bois flottés, pierres. Et en dehors de leur ampleur et de leur durée qui ne sont pas comparables, ces 2 collections, vous l'aurez compris, témoignent de goûts radicalement différents. Les goûts de Moulin sont somme toute assez classiques, la figuration, le nu féminin, le paysage. Dans le cas de Daniel Cordier, je lui laisse la parole pour expliquer
qu'il aime ce qui est morbide et provocateur. Si cette peinture de cataclysme, qui est une accusation, m'apparaît le décor naturel de mes pensées, c'est peut-être parce que l'horreur est mon confort. Bien sûr, on ne connaîtra jamais l'opinion de Moulin sur les goûts de Cordier, mais on connaît l'opinion de Cordier sur le talent de dessinateur de Moulin, un talent dont je dois préciser qu'il fut très apprécié dans les années 1920 et au début des années 1930 et qu'il valut une certaine notoriété à son double, son pseudonyme romanin. Eh bien, l'opinion de Daniel Cordier n'est indulgente qu'à la mesure de son affection pour Moulin. En effet, lors de sa très vaste donation exposée à Beaubourg en 1989, Daniel Cordier choisit de montrer en introduction 3 dessins de Moulin, car, je cite, « Il fut son initiateur à l'art moderne, il m'en révéla la vitalité et le plaisir, surtout il m'en communiqua la curiosité. » Il juge son travail en professionnel dans le catalogue de l'exposition. En dépit de ses dons, on sent bien, et il sentait bien, ce qui manquait dans son travail, qui restait celui d'un amateur. Si bien que Cordier éprouve même le besoin de se justifier d'avoir présenté ses dessins. J'espère avoir convaincu le spectateur des raisons affectives qui justifient la présence des œuvres de Jean Moulin dans cette exposition, puisqu'au-delà de tous les critères esthétiques, elle est aussi une fête de l'amitié et du souvenir. Si aujourd'hui il était parmi nous, il serait, j'en suis sûre, fier et heureux d'être consacré par ce choix comme un authentique artiste, lui qui avait assez de jugement et d'humour pour se considérer comme un obscur amateur. À propos de la collection de Moulin, Cordier s'en tient à l'évitement, il n'en parle pas. Il est vrai qu'elle relève de ce qu'il appelait ironiquement la peinture-peinture, avec un trait d'union entre les deux. Qui plus est, ils furent tous les deux des galeristes, toujours avec ce décalage dans le temps et dans les réalisations. Jean Moulin s'est choisi en 1942 une couverture plausible pour ses activités clandestines, et pour ce faire, il ouvre une petite galerie d'art moderne à Nice, où il expose une partie de sa collection, ainsi que des œuvres prêtées de Matisse, Utrillo, Suzanne Valadon, Laprade ou Kissling. Il a fort peu de temps à consacrer à la galerie, vous vous en doutez, mais il le fait avec un très grand plaisir. Après son arrestation, la galerie ferme, mais sa sœur Laure conserve le bail de la galerie, le stock et la collection, pensant que peut-être s'il survivrait, il aurait envie de la rouvrir après la guerre. Après la guerre, justement, Daniel Cordier épuise en une dizaine d'années son héritage familial en collectionnant et en s'adonnant à la peinture. Sans talent, dit-il, nous n'en pouvons pas juger, faute d'œuvres restantes. Il devient par la suite courtier, par facilité et par nécessité, et puis galeriste, sur les encouragements d'amis. Galeriste avec un très grand succès, puisqu'il va ouvrir une première galerie à Paris dans le 8e arrondissement, puis une plus grande dans une rue voisine, puis une autre galerie à Francfort, et enfin une 3e à New York, sur Madison Avenue. Il va être par exemple celui qui va exposer pour la première fois Rauschenberg en Europe. Il s'intéresse au pop art et il montre le surréalisme, et il devient le principal marchand de Jean Dubuffet, et il en tire une
grande réussite financière. Il ferme sa galerie en 1964 à Paris, en estimant que le marché de l'art contemporain s'est maintenant déplacé aux États-Unis. En 1946, Daniel Cordier avait tourné la page de la guerre en ne voulant pas être un ancien combattant sur le modèle de ceux de la Première Guerre mondiale. Il avait tourné la page avec quelques entorses, puisque dans les années 1950 et 1960, il donne son témoignage sur Jean Moulin à Éric Piquevix, à Henri Michel et à Laure Moulin pour leur biographie. Il apparaît dans le documentaire d'Igor Barrère et Étienne Laloux de 1958, ainsi que dans un sujet du journal télévisé lors de l'entrée au Panthéon des cendres de Jean Moulin en décembre 1964. Vous pouvez d'ailleurs visionner ce petit sujet sur Internet très facilement. Pour cette entrée au Panthéon, il a été obligé de se rappeler au bon souvenir des Compagnons de la Libération, et c'est ainsi qu'il est invité à participer à la cérémonie, et une petite équipe qui émane du secrétariat est reconstituée pour un tour de garde près du catafalque à 2h du matin. Lordy Bolt, secrétaire, Maurice de Chevenier, radio, et Hugues Limonti, courrier. Lors de la crise de mai 1958, crise suscitée par l'Algérie et qui va ramener le général de Gaulle au pouvoir, Cordier, égal à lui-même, s'était proposé de défendre la République par les armes. Les premières concertations débouchèrent finalement, à sa déception quand même, sur la création d'un club de réflexion pour lequel c'est Stéphane Hessel, un très grand ami de Daniel Cordier, qui proposa le nom de Club Jean Moulin. Moulin n'occupait donc plus qu'une toute petite place dans la vie de Cordier, une toute petite place jusqu'à la déflagration de 1977, qui fit de Cordier un biographe et un historien. 1977, l'automne 1977, c'est le moment de la publication de L'énigme de Jean Moulin, un livre d'Henri Freinet, qui avait été le créateur et le dirigeant du grand mouvement de résistance Combat. Dans ce livre, il expose que Jean Moulin a favorisé les communistes dans la résistance parce qu'il était secrètement communiste et qu'il a ainsi trahi sa mission et la confiance du général de Gaulle. Cette action de Moulin explique l'échec politique de la résistance et singulièrement celui de Freinet après la libération. Dans le même temps, un film de fiction consacré à Jean Moulin a été préparé pour l'émission Les dossiers de l'écran, une émission très suivie à cette époque-là, et qui est suivie, la diffusion du film est suivie d'un débat qui réunit des figures de la résistance, et ce débat, alors qu'on avait promis qu'on n'en parlerait pas, finit par aborder la question de Moulin crypto-communiste au milieu d'une grande confusion. Intimidé par le fait d'être à la télévision, mal préparé, Daniel Cordier s'épuise en protestations inaudibles et en exposés vaseux. Honteux de son inefficacité, même plus que ça, puisqu'il dira moi, depuis 30 ans, j'ai vécu et bien vécu, et je n'ai rien fait pour Jean Moulin, je suis un salaud. Il décide de défendre la mémoire de Jean Moulin contre les accusations lancées par Henri Freinet. Comment s'y prendre ? Là, c'est moi jeune. Après une première réaction viscérale,
où il rédige un texte qui ressemble essentiellement à une lettre d'insulte, il décide de se tourner vers l'argumentation fondée sur les archives qui vont devenir l'une des grandes passions de sa vie. Une passion qui avait connu un premier épisode quand il avait été chargé en 1944-45 des archives des services secrets de la France libre, le BCRA, pour préparer un livre blanc du BCRA qui devait expliquer et justifier l'action des services secrets auprès de la résistance. Or, quand il donna sa démission à la suite de celle du général de Gaulle en janvier 1946, son successeur vida son bureau et envoya les caisses chez lui. Et donc, depuis 35 ans, une partie des archives du BCRA concernant la mission de Jean Moulin l'avait suivi dans ses très nombreux déménagements. Après de multiples essais plus ou moins satisfaisants que je vous épargne et qui ont quand même duré 12 ans, il aboutit à une biographie de Moulin qui est aussi une histoire de la résistance des chefs. Ce seront les 3 tomes de l'Inconnu du Panthéon, puis La République des catacombes, l'ensemble étant publié entre 1989 et 1999. Durant ce travail, Daniel Cordier a fait beaucoup de découvertes sur le Jean Moulin qu'il ne connaissait pas, sur son origine familiale, sur l'importance que revêtit son père dans sa vie, sur les détails de sa carrière préfectorale, sur son engagement politique, y compris donc son action clandestine auprès des républicains espagnols. Voulant s'abstenir de trop mêler son témoignage et ses souvenirs au récit, il s'en tient à une biographie politique d'un type assez universitaire et austère qui fait de grandes places aux citations. Le but est atteint de réfuter les allégations faisant de Moulin un communiste inavoué, accusations qui se renouvelleront et se diversifieront au fil des années en faisant tour à tour un agent des services soviétiques puis un agent américain. Et le but est aussi atteint de donner encore plus de visibilité à Jean Moulin. Mais contre toute attente, ce n'est pas le plus grand service que Cordier va rendre à la mémoire de Jean Moulin. Ce plus grand service, c'est Daniel Cordier, mémorialiste, qui va lui rendre. En effet, alias Caracalla, les souvenirs de Daniel Cordier parus en 2009, restituent Jean Moulin dans son humanité, ses difficultés, sa personnalité sympathique et bienveillante, en même temps qu'il restitue son sens politique, son efficacité et son courage. Et c'est là un vaste public qui découvre avec plaisir l'homme qui vaut bien le héros et rend son sacrifice plus attachant. Quoiqu'il n'ait guère, vous l'avez compris, apprécié Jean Moulin artiste, Daniel Cordier a posé en connaisseur une question particulièrement pertinente. Et si le véritable journal intime de Jean Moulin, c'était ses œuvres? À cette question, la réponse est oui. Suivre le crayon de Jean Moulin, l'évolution de son style, de ses sujets, identifier ses goûts dans sa collection comme dans sa bibliothèque, ou ses visites dans les galeries et les musées, c'est le reconnaître pour ce qu'il était. Un homme artiste, sportif, séducteur, ambitieux, engagé, qui renonça, entre autres, aux joies et aux distractions de l'art pour combattre le fascisme, puis pour participer à la libération de son pays et y restaurer la démocratie en étant prêt à y perdre sa vie. Aussi, peut-être faut-il prendre au sérieux la boutade qu'il lança à Daniel Cordier dans les jardins du Trocadéro en mai 1943. Après la guerre, je n'accepterai aucune fonction officielle, si ce n'est le ministère des Beaux-Arts,
pour réformer la statuaire publique. Je vous remercie.